On va tout de suite passer la parole à Madame Nathalie Pauwels, qui nous fait l'honneur et l'amitié de venir de Lille. Nathalie est responsable du programme Papageno, travaille aussi à la communication au 3114. Elle vient nous parler du programme Papageno. Je n'ai plus le titre entier en tête, mais je vais lui laisser de Papa Outé à Papageno. Je te laisse la parole, Nathalie. Merci Florian, et merci aux organisateurs de, je veux dire nous, parce que Papageno, c'est toute une équipe, à nous offrir justement l'opportunité de vous présenter ces résultats aujourd'hui. Résultats qui n'auraient pas été aussi robustes sans énormément de personnes qui sont intervenues pendant cet événement que je vais vous présenter. Alors, il y a 3 personnes dans la salle au moins. Il y en a d'autres, je ne sais pas, je ne vous vois pas vraiment là. Mais je tiens à remercier notamment Sophie Boutineau du CH Charles-Perrin, Jocelyn Guyaudeau qui est là du CHU de Montpellier, et aussi Héloïse Bajou qui est ma collègue en région, sur le programme Papageno en région Nouvelle-Aquitaine. Il y en a d'autres évidemment, mais je tenais vraiment à vous remercier aujourd'hui. On connaît tous le fameux effet Werther, enfin j'espère d'ailleurs que vous connaissez tous le fameux effet Werther, et si tel n'est pas le cas, je reviendrai dessus. L'effet Werther, c'est l'augmentation de suicides à laquelle on assiste après la médiatisation peu précautionneuse d'un fait suicidaire. Retenez bien ce peu précautionneuse parce que c'est très important. Alors, la dernière étude en date que l'on a étudiée fait suite au suicide de Robin Williams le 11 août 2014. Donc, en tenant compte de variations saisonnières, de ce calcul savant, un surplus de 1841 suicides a été comptabilisé entre la période du mois d'août et de décembre 2014 aux États-Unis, soit une augmentation de 10%. Alors cette augmentation, elle est particulièrement plus forte chez les hommes entre 30 et 44 ans. Et évidemment, on ne peut pas déterminer avec certitude que c'est uniquement imputable à la médiatisation du suicide, mais il y a quand même des choses qui peuvent attirer notre attention suite au suicide de Robin Williams, notamment le fait que 32% de ces personnes qui se sont suicidées ont utilisé exactement le même moyen létal que celui qu'a utilisé Robin Williams, et qui n'était pas un moyen courant, on va dire. Donc on pourrait supposer effectivement que la médiatisation de son suicide aurait pu fournir aux personnes vulnérables, aux personnes à risque suicidaire, une forme de stimuli pour un passage à l'acte. Alors c'est vrai que Robin Williams incarnait à l'écran quand même des personnages souvent drôles, profondément humains, et malheureusement, l'acteur a entraîné à sa mort le plus haut effet Werther jamais recensé à ce jour. Alors, initialement, l'effet Werther a été particulièrement analysé, étudié sur des stars aux États-Unis, mais on connaît aussi notre effet Werther en France. Dalida, Kurt Cobain. Kurt Cobain, c'est un peu particulier, puisqu'en fait, l'effet Werther en France s'est fait ressentir 3 ans après son suicide. Il y a 2 jeunes filles dans le nord de la France qui ont mis fin à leur jour exactement de la même façon, et en faisant référence au suicide de Kurt Cobain. Mais on a aussi Pierre Bérégovoy, Sœur Sourire. Enfin, voilà, il y a des études qui ont montré que, effectivement, en France, l'effet Werther concernerait plutôt davantage des chanteurs et un homme politique. Donc, c'est 2 types de célébrités qui sont particulièrement à même de susciter des identifications à la fois verticales, de type admiration, et à la fois horizontale de type projection. C'est un phénomène qui explique, qui est sous-jacent à cet effet Werther et que l'on appelle l'identification différentielle. On s'identifie plus facilement aux personnes à la fois socialement valorisées et dont nous nous sentons proches. Alors finalement,
un certain type de médiatisation, de contenu médiatique peu précautionneux d'un fait suicidaire pourrait donc agir comme un facteur décompensant pour les personnes qui sont déjà vulnérables. C'est ça l'effet Werther. Et pour preuve, cette étude qui est très intéressante, même si elle date de 2007, où à la suite d'une médiatisation d'une nouvelle méthode jugée indolore par le journaliste, on a assisté à une augmentation de suicides, encore difficile à enrayer aujourd'hui. Et une étude montre que 87% des personnes qui ont survécu évoquent avoir choisi cette méthode justement après l'avoir lue dans un article de presse. Alors, la façon dont les médias traitent du suicide a reçu une attention considérable dans la recherche depuis maintenant plus de 50 ans. Il existe un solide soutien empirique à l'effet Werther et une revue systématique et une méta-analyse de Thomas Niedencrotenthaler. Alors, je vais devoir le prononcer plusieurs fois dans ma communication, donc excusez-moi si à un moment je dérape, mais c'est vraiment notre mentor, Thomas Niedencrotenthaler. Il a révélé justement que des reportages des médias sur les suicides de célébrités étaient associés à une augmentation entre 8 à 18% des suicides dans les 2 mois suivant la médiatisation. Et lorsque la méthode est rapportée, on assiste à une augmentation qui se situe entre 18 et 44%. C'est énorme. Et c'est pour cette raison, justement, que l'OMS s'est emparée du sujet et a indiqué qu'effectivement, le travail sur l'effet Werther, sur la médiatisation des suicides, était un des leviers très importants à travailler dans le cadre d'une stratégie nationale de prévention du suicide. Alors, c'est vrai que face à cet effet Werther, vous pourriez me dire « Waouh, là, on ne va plus en parler parce que ça semble très risqué et la tentation pourrait être de céder au silence ». Peut-être que le tabou aujourd'hui qui entoure la question du suicide pourrait aussi être dû à cette crainte d'en parler et en n'utilisant pas les bons termes. Le problème, c'est que c'est nier qu'il existe des moyens justement pour ne pas provoquer un effet Werther. Et je vous en parlerai. Et c'est nier également un autre effet qui, lui, a été mis en lumière en 2010, aussi par Thomas Niedencrotenthaler, l'effet Papageno, selon lequel, justement, le traitement médiatique du suicide pourrait être associé à un effet, lui, qui serait protecteur et non pas délétère, comme dans le cadre de l'effet Werther. Donc vous voyez déjà, on a 2 pistes. On peut agir pour réduire cet effet Werther et on peut également promouvoir cet effet Papageno qui est protecteur, je le rappelle. Et justement, l'étude de Thomas Niedencrotenthaler abonde dans le sens d'un impact préventif, notamment des témoignages, quand l'accent est mis justement sur les capacités d'adaptation positive qu'une personne peut mettre en place lorsqu'elle est en situation de crise suicidaire. Et cet effet est beaucoup plus important, il a été étudié, beaucoup plus important dans une zone où justement il y a une médiatisation plus importante, ou une population de lecteurs beaucoup plus importante. Alors, suite à cette première étude, d'autres études ont identifié aussi un effet protecteur des messages lorsque la mention d'une ressource d'aide est indiquée dans l'article. Donc ces 2 effets, Werther et Papageno, sont aujourd'hui intégrés en tant que levier, comme je le disais, dans les stratégies nationales de prévention du suicide et sont également résumés en 12 recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Les dernières recos de l'OMS datent de 2017. Elles sont actuellement en cours de refonte, mais la base que je vais vous présenter aujourd'hui reste la même. Rapidement, s'il y a besoin, désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu, c'est bien, ça fait une petite piqûre de rappel quand même. Donc, pour réduire l'effet Werther, tout d'abord, travailler, montrer la complexité et la multicausalité des faits suicidaires, des comportements suicidaires, pardon.
On ne peut plus lire aujourd'hui qu'atteint du coronavirus, le médecin du club de foot de Reims s'est suicidé, puisqu'il y a un lien de causalité qui se fait. Et quand on connaît la clinique en suicidologie, on sait déjà que c'est une information qui est fausse. Donc ce lien de unicausalité est important à travailler. Il faut aussi déconstruire les mythes autour du suicide. Quand on lit que la veille au soir, il était normal, alors ça, ce type de témoignage, effectivement, on les retrouve dans l'entourage, hein, quand il y a interview du voisin, de la famille. Et oui, effectivement, la veille au soir, il était normal, mais ça ne fait qu'abonder sur des mythes qui sont finalement, tiens, on ne peut pas prévoir alors un suicide, ou alors on ne peut rien faire. Donc c'est très important, effectivement, de remettre aussi, de déconstruire ces mythes et de remettre de la complexité derrière le fait suicidaire. Utiliser aussi un vocabulaire approprié, qui évite la sensationnalisation, qui évite la banalisation des gestes suicidaires, sa normalisation, voire même la vision libératoire ou romantique. On a ce type d'article, hein, encore que l'on peut lire aujourd'hui. Ils voulaient mourir ensemble, un couple se suicide au monoxyde de carbone. Donc là, vous voyez, en plus, il y a cette vision effectivement romantique, mais en plus, il y a la mention d'un moyen létal. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est extrêmement à effet de contagion suicidaire. Donc l'OMS insiste beaucoup pour qu'il n'y ait pas de détails de la méthode qui soit cité, même si c'est compliqué pour les journalistes. Et ça, on le travaille avec eux justement dans nos interventions. Et que le lieu ne soit pas non plus détaillé. Pourquoi le lieu ? Simplement parce qu'à force de relater des suicides qui ont lieu au même lieu, on vient un peu banaliser ce lieu et on en fait ce qu'on appelle un hotspot suicidaire. On crée un hotspot à force de mettre en avant, de mettre en exergue un lieu où il peut y avoir plusieurs suicides. L'OMS recommande également de faire appel, recommande aux journalistes de faire appel à des sources fiables et à des commentaires issus d'experts. Évidemment, quand on lit « c'est son travail qui en est la cause » selon le représentant du syndicat, nous, ça nous fait bondir. Et c'est pour ça que dans le cadre du programme Papageno, et je remercie à nouveau Héloïse, puisque je sais que c'est elle qui déploie ce média training en région, on propose du média training à vous, experts, justement, pour que vous vous sentiez beaucoup plus à l'aise à prendre la parole dans les médias, à répondre aux journalistes. On sait que ce n'est pas quelque chose de simple, mais voilà, au moins, quand les propos sont relatés par des spécialistes, ça prend une toute autre ampleur. Il faut pointer aussi le mal-être. Ce sont des choses qui sont recommandées et informer sur le concept de crise suicidaire. Alors, c'est pas un cours. Hein, dans le média training, on insiste beaucoup sur l'utilisation des métaphores, par exemple. Mais c'est très important d'avoir également la mention des signes avant-coureurs qui sont détaillés pour justement faire du lecteur aussi une personne qui devienne au final attentive à son entourage. Pour promouvoir un effet Papageno, je ne vais pas dire, c'est pas parce qu'il y en a que deux, que c'est hyper simple. Le premier levier sur lequel il convient d'agir, c'est de publier des témoignages, comme je l'ai dit tout à l'heure, de personnes ayant surmonté une crise suicidaire pour favoriser cet effet d'identification. Ce sont des personnes qui vont témoigner effectivement de ces moments de douleur dans lesquels elle se situait et ce qu'elle a mis en place pour aller mieux. Et le deuxième levier, c'est l'insertion dans chaque article qui traite du suicide, dans chaque fait divers même, d'un encadré. Un encadré qui invite les personnes qui auraient des pensées suicidaires à contacter une ressource d'aide. Alors, bien que l'effet Werther soit bien documenté, hein, je l'ai dit, on en sait quand même moins sur les effets protecteurs. Et c'est vrai que les études, elles datent plutôt d'une dizaine d'années. Mais je vais revenir un peu dessus. L'identification, premièrement, comme je l'ai dit, presque toutes les études sur l'effet Papageno, en plus, ont été des essais contrôlés, randomisés, ce qui diffère quand même de celles qui ont été menées dans le cadre de l'effet Werther. Et elles sont beaucoup plus solides pour faire justement des inférences causales. Donc, dans une revue systématique et une méta-analyse, toujours de Thomas Nielsen-Kratenthaler, il suggère que les articles mettant en avant des personnes qui ont survécu à des crises suicidaires, comme je le disais,
était associé à une légère diminution des suicides, et ce jusqu'à 4 semaines après l'exposition. Donc lire un témoignage est quelque chose qui va rester dans la tête et auquel on va s'identifier, comme je le disais, mais ici non pas sur un versant délétère, avec un passage à l'acte suicidaire, mais plutôt sur un effet protecteur. Et si, moi aussi, dans la mesure où je vis la même chose que cette personne, si j'essayais de faire ce qu'elle a tenté elle et qui a fonctionné pour elle. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Sur l'insertion des ressources d'aide, il y a une très belle étude qui est sortie là en décembre de l'année dernière. Je ne vais pas vous dire de qui c'est, puisque vous en doutez. Il y a eu en avril 2017 un rappeur aux États-Unis qui a lancé un clip où en fait, le titre de la chanson, c'est le numéro national de prévention du suicide aux États-Unis. Alors par contre, depuis, ils ont changé leur numéro, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Mais, et en fait, Thomas Niedencrotenthaler a constaté une réduction de 5,5% du nombre. Alors il a calculé, on assiste à une réduction de 5,5% du nombre de suicides aux États-Unis chez les 10-19 ans. En fait, dans ce clip, c'est un rappeur, donc ça s'adresse vraiment aux jeunes. La personne fait état du fait qu'elle est harcelée et à un moment, dans une situation de très grande crise, elle compose ce fameux numéro de téléphone. Et donc, on le voit dans le clip. C'est le titre en plus du morceau. Enfin voilà, il y a eu un énorme buzz sur ce clip, pardon. Donc 5,5% du nombre de suicides aux États-Unis en moins chez les 10-19 ans, ça fait quand même 245 morts évitées dans cette population. Et ils ont assisté également à une augmentation de 50% du nombre d'appels à ce numéro. Donc c'est pas rien. Maintenant, si on peut parler d'un effet Papageno, justement en France, après ce grand moment historique de Stromae. Le 9 janvier quand même 2022 à 20h, moi je m'en souviendrai toute ma vie, Stromae a créé le buzz. Le chanteur était invité au JT TF1 pour ceux qui étaient en direct ou qui l'ont revu après pour la promotion de son nouvel album, après 8 ans quand même d'absence, où on se posait des questions sur sa santé mentale. Et à une question sur son mal-être, il a répondu avec ses chansons « L'enfer ». Et ça a été un moment historique parce que soudain, pour nous, il y a quand même la thématique du suicide s'est invitée en direct chez 8 millions de téléspectateurs. C'est une séquence qui est devenue virale. Beaucoup ont dit que c'était le meilleur clip en prévention du suicide, que ça allait sauver des vies. Et le big boss de l'OMS a même tenu à féliciter le chanteur belge justement d'avoir osé aborder un sujet aussi délicat qu'important. Donc ça a été un très grand moment. Le petit problème, c'est que TF1 n'a pas mentionné justement de ressources d'aide. Donc on avait là un témoignage, de par sa présence à l'écran, Stromae montrait quand même qu'après avoir traversé justement des moments d'adversité, il était là, il faisait son retour et il osait en parler. Donc on avait one point sur l'effet Papageno. Mais il manquait le deuxième, qui était justement une ressource d'aide. Et donc je ne peux pas dire que c'est Papageno qui s'est fait relais parce que vous avez été tellement nombreux et à vous emparer justement de ça. D'un seul coup, la séquence était virale, mais également la mention du 3114, le numéro national de prévention du suicide, a inondé également les réseaux sociaux. Et sans relâche, on a relayé l'existence du 3114. À chaque fois que le clip était mentionné, la mention du 3114 était mise en commentaire. Et dans les heures suivantes, soit nos commentaires étaient épinglés, donc épinglés, ça veut dire qu'ils apparaissaient toujours en premier, ce qui était quand même hyper important, soit le numéro était également indiqué par les médias. Donc on a réussi cette performance-là. Et il y a des personnalités de la chanson qui l'ont mentionné, des médias généralistes, des médias spécialisés aussi en musique. Donc on arrivait à toucher également une population très variée, allant du plus jeune aux personnes plus âgées, on va dire. Enfin bref, c'est devenu viral et ça a duré jusqu'au 16 janvier, donc du 9 janvier au 16 janvier. Donc soit une semaine complète d'exposition médiatique, ce qui est quand même absolument inédit pour la prévention du suicide, en l'occurrence.
Et les paroles de Stromae ont reçu un accueil extrêmement positif de la part de la population, comme on le voit dans ce nuage de mots. Ça, c'est très important, où on voit une prédominance du mot « merci ». Donc ça a vraiment changé quelque chose ce jour-là. Alors les réseaux sociaux du 31-14, en l'occurrence, le 31-14 était ouvert depuis le 1er octobre, donc là on se situe au mois de janvier. Ça décollait pas, ça a toujours du mal à décoller d'ailleurs, ça interroge beaucoup la question de je m'abonne à un réseau social 31-14 et donc j'affiche le fait que je m'intéresse à la question du suicide, mais ils avaient du mal à décoller. Donc, et on retrouve là sur ces diapos, donc vous avez en bleu ce qui est Facebook, en rouge ce qui est Instagram, et Twitter propose pas de stats, donc j'ai dû faire un petit tableau assez horrible. Mais on retrouve le pic de Noël et le pic de Nouvel An qui est documenté dans la littérature, et on voit un pic encore plus important le 9 janvier, donc à la fin. Qui montre justement que les réseaux sociaux, effectivement, ont décollé pour le 31-14. Énormément de passages, énormément de likes, des abonnements. Dans la presse également, en une semaine, rien qu'en une semaine, 32 articles qui ont mentionné le 31-14 en lien avec la prestation de Stromae. Dans la presse internationale également, le 31-14 a été mentionné. Et sur le web, ça, on a été vigilant à vérifier que les requêtes sur les mots Stromae, pensée suicidaire, prévention du suicide et 31-14, donc par ordre, elles explosent. Par contre, regardez, ça c'est les requêtes sur le mot suicide. C'était très important de vérifier, d'être attentif au fait que si ces requêtes-là augmentaient, il fallait absolument pas que le mot suicide augmente, ce qui aurait eu un impact et un effet effectivement inverse à ce que l'on attendait. Donc il n'y a pas eu d'augmentation de recherche sur le mot suicide ou sur le mot méthode de suicide. Alors bien sûr, ça mériterait c'est une conclusion très rapide qui mériterait d'ailleurs une analyse beaucoup plus approfondie, mais il fallait quand même être vigilant à ça. Pardon. Alors, idem, dans la semaine du 10 au 16, le nombre de visites du site web3114.fr ont quasiment doublé. Ils sont passés de 850. Je vous dis, on était tout jeunes, donc ce n'était pas non plus le truc hyper connu, là. Et on est passé de 850 à 1541 cette semaine-là. Et les rubriques les plus consultées étaient justement « Je suis en souffrance », donc les personnes concernées, et « Je suis un professionnel ». Donc on avait réussi à toucher ces deux catégories, ce qui était important pour nous. Conséquence directe de cet instant télévisuel unique, un pic d'appel effectivement au 31-14. Donc on peut donc parler d'un effet Stromae sur le nombre d'appels au 31-14 parce que ça a été mesuré savamment par un membre de notre équipe, le docteur Charles-Édouard Notre-Dame, qui sera là demain, et toute l'équipe du pôle national, bien sûr. Voilà, pour vous montrer, pour savoir si l'intervention justement de Stromae avait induit une augmentation significative du recours au 31-14, il a fallu quand même comparer le nombre d'appels observés après cette intervention au nombre d'appels qui auraient été attendus si un tel événement n'était pas survenu, puisque de toute façon, on était déjà, le 31-14 était déjà en train de monter en nombre d'appels, puisque la communication avait lieu classiquement, j'allais dire. Donc, Charles-Édouard a modélisé cette évolution, il a prédit l'évolution qu'on aurait pu attendre, et je passe ma dia suivante, et on le voit, 3 pics d'appels, on le voit sur cette slide, c'est ce qui est au niveau du rectangle, enfin du trapèze jaune, 3 pics d'appels au-delà de l'intervalle de confiance de prédiction, ce qui témoigne justement d'une augmentation significative du nombre d'appels par rapport à ce qui était attendu, ce qui soit un différentiel quand même de 13,3%. Donc l'intervention de Stromae plus l'intervention qu'on a eue sur les réseaux sociaux à médiatiser justement le 31-14 s'est transformée en une augmentation de 13,3% du nombre d'appels attendus sur la ligne. Donc ça me donne, moi, effectivement, je suis communicante de formation et toutes ces études, effectivement, elles ouvrent des pistes, je trouve, en termes de communication en matière de prévention du suicide. J'en ai rapidement, voilà, je pensais à trois pistes, pardon.
Tout d'abord, celle de diffuser des messages de prévention qui sont ciblés au sein des communautés sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on se regroupe dans des échanges par centre d'intérêt, que ce soit et par âge également, par communauté. Voilà, il y a toutes ces petites bulles, ces petites niches dans lesquelles on va, et que ce soit sur Twitch, où vous allez retrouver beaucoup plus de garçons, par exemple, sur Facebook, beaucoup plus de boomers. J'ai le droit de dire boomer? J'en suis une, donc j'ai le droit. Si. Sur Discord, là j'en ai perdu certains aussi, j'imagine. Ah oui, mais bon. Sur Twitter, là où il y a plus de professionnels. Sur Instagram, où là, on va retrouver davantage une population beaucoup plus féminine, entre 18 et 25 ans. Enfin, voilà. Tout ça, c'est hyper important de bien cibler et d'avoir des messages qui sont ciblés en fonction de nos cibles. Et les algorithmes d'Instagram et de TikTok l'ont bien compris. Quand vous y allez une fois et vous cliquez sur une vidéo chat, c'est mort. Tous les jours, vous aurez le droit à être exposé à des vidéos de chats. Ce qui n'est pas... ça peut être sympa, mais tout est conçu dans ces algorithmes, tout est conçu pour ça. Donc, ça signifie qu'il est hyper pertinent pour nous, en termes de communication, de diffuser des messages de prévention du suicide via ces canaux et avec une communication très ciblée, ce qui permet normalement de toucher un nombre important de personnes en même temps, puisque les réseaux sociaux ont cette puissance-là également de toucher énormément de personnes. Deuxièmement, ça c'est extrêmement important aussi en termes de communication pour atteindre notre but, c'est de se concentrer sur les obstacles à la recherche d'aide. Alors ça veut dire quoi? Il n'y a pas beaucoup d'études sur ça, mais il faut travailler, on doit travailler nos récits à la lumière des stéréotypes de genre. Et il y a, comme je vous dis, il y a très peu d'études qui ont permis ça, mais c'est extrêmement important justement pour améliorer la recherche d'aide, voir ce qui bloque en fonction de telle préférence sexuelle, en fonction de tel genre, en fonction de tel âge. Et il y a un film qui a été réalisé en Australie, justement, et c'est le seul film qui a été fait sur justement la prévention du suicide chez les hommes et qui a montré justement qu'après la diffusion, dans la mesure où ils avaient vraiment travaillé ces obstacles à la recherche d'aide, il y avait eu une augmentation significative du nombre d'appels d'hommes sur la ligne de prévention du suicide en Australie. Mais ça demande en amont un travail extrêmement fastidieux et extrêmement important de travailler tout ça pour créer des messages qui vont atteindre la population et de confirmer, ça moi j'y tiens beaucoup, on y tient beaucoup, que ce soit au 3114 ou dans le programme Papageno, de confirmer nos intuitions par des focus group, c'est-à-dire qu'on l'on présente les résultats de ce que l'on souhaite faire aux personnes concernées et voir s'il y a un impact positif et non pas un impact négatif. Donc ça, c'est la deuxième étude. Et la troisième, vous l'avez compris, c'est effectivement de diffuser des témoignages de rétablissement à grande échelle. C'est très dur, il n'y en a pas beaucoup, mais ces messages d'espoir et de rétablissement après une crise suicidaire, il faut être optimiste parce qu'en fait, les études montrent qu'ils ont un impact extrêmement important en population générale et en population également concernée. Et je pense que ce d'autant plus que les campagnes de communication universelle, ces campagnes à grande échelle que l'on affiche partout, genre les spots télé, dans la mesure où ça ne touche pas les cibles, elles sont généralement jugées comme très peu efficaces. Donc, concentrons-nous justement sur ces récits d'espoir et de rétablissement qui sont largement acceptés par les personnes concernées. Je vais y arriver. Et c'est une piste vraiment à investiguer, même si, comme je disais, c'est très difficile en France de recueillir ce type de témoignages. On en voit énormément dans les pays anglophones où les témoignages elles sont beaucoup plus libérés. On en parle beaucoup plus facilement. Il y a moins de tabous, il y a moins de honte, de culpabilité à dire que l'on a eu un moment des pensées suicidaires. Donc, on en a recueilli quelques-uns sur le site du programme Papageno et ils nous ont été offerts, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils sont à disposition. Les personnes ont accepté qu'on puisse également prendre des bribes de leurs témoignages. Donc, n'hésitez pas à un moment, si vous souhaitez le citer dans vos communications à d'autres personnes, c'est en accès libre. Donc, pour conclure, bien que l'effet Papageno
ne va pas remplacer les récits médiatiques à effet Werther. Évidemment, il ne faut pas penser qu'on va se dédouaner en publiant des contenus à effet Werther et en se disant « c'est pas grave, je vais mettre un numéro de téléphone, comme ça me permet de tout dire ». Ça, c'est extrêmement important. Il faut travailler les deux axes, l'axe de réduction de l'effet Werther et celui de promotion de l'effet Papageno. Et je pense que vraiment, si on peut agir sur ces deux leviers, on ouvre une voie qui est potentiellement nouvelle et sûre pour éduquer le public sur la prévention du suicide. Et ça permettrait aussi peut-être, alors là je rêve, mais de déplacer l'attention qu'ont les personnes sur ces récits extrêmement violents et sensationnalistes vers quelque chose qui serait beaucoup plus protecteur en cas d'adversité. Alors merci à la Dream Team lilloise. Pas que. Pas que. Donc est-ce qu'il y a des questions dans la salle qui s'adresseraient à la première communication concernant la postvention à Perrins et l'effet Papageno ensuite? Alors, moi, j'en ai une pour Perrins, c'est du one-shot que vous faites one-shot, c'est-à-dire vous intervenez une fois ou l'après-coup Alors, ce qui est organisé, procéduré, c'est la réunion de désamorçage à chaud, immédiatement, et ensuite l'organisation d'une réunion de désensibilisation dans les 72 heures avec l'ensemble de l'équipe. Il est arrivé qu'on rajoute une autre réunion dans les situations les plus compliquées. Soit on sentait l'équipe trop en difficulté, soit eux-mêmes demandaient à ce qu'on revienne. Et à ce moment-là, on revient à un mois, à peu près un mois. Parce que quand on écoute Monique Séguin, il faudrait rester en veille quasiment un an. Ouais. Non, mais ça, c'est consommateur j'imagine, de personnel et de ressources. Oui, alors c'est vrai qu'on revient à un mois. On n'a jamais fait plus, mais finalement, on ne serait pas opposé à le faire. On ne nous l'a jamais demandé. On ne l'a pas fait. Mais on finit toutes les réunions en disant si vous êtes en difficulté, si ça dure trop longtemps, vous pouvez revenir nous voir, nous contacter. Il y a le psychologue du travail. On peut aussi se mettre en contact avec des libéraux, notre réseau, etc. Et on peut apporter une aide individuelle ensuite. Et il y a 3114. Et il y a le 3114. Et on donne aussi il y a des numéros d'aide pour les professionnels de santé, le Conseil de l'ordre, etc. Et on donne ces numéros aussi. Alors moi, j'avais une autre question concernant la Papageno. La seule fois où j'ai vu un article respectant les deux axes, c'est en Ouganda. Et un article extraordinaire sur vraiment, il y avait le témoignage d'une personne qui avait subi des choses terribles, et puis la dépression, et puis elle était tombée au fond du trou, et puis hop, grâce à tout ce qu'elle avait vécu, avec les soins, maintenant elle allait bien. Et puis il y avait des encarts sur vous pouvez appeler, vous pouvez faire. Et c'était en Ouganda, la seule fois où j'ai vu un article. Alors ma question concernait plutôt là les débats qui risquent d'arriver sur. Est-ce qu'il paraît que Godard, c'est un suicide assisté? Ça c'est Depuis 2 jours là, je suis pas super bien effectivement parce que cette utilisation du mot suicide assisté est très très complexe quand on connaît justement la question des pensées suicidaires, la crise suicidaire. On ne peut pas faire un véritable parallèle avec la question des suicides assistés, notamment pour les personnes qui ont des pathologies, voire même l'euthanasie. Enfin voilà, ce sont des débats je sais. Il va falloir qu'on alerte, mais ça risque d'être effectivement très compliqué. Il va y avoir une convention, comment il dit Macron, une convention nationale, citoyenne, merci, je cherchais le deuxième nom, concernant donc la fin de vie. Donc vous risquez, comment vous allez pouvoir agir là-dessus? Là, je ne sais pas. Je le dis très clairement. Il faut vraiment ça. Là, moi, oui, il y aura énormément de débats et se positionner certainement pour bien expliquer des questions de vocabulaire. Mais est-ce que ça aura un effet? Je ne sais pas dire. Alors, j'ai entendu la personne, le sénateur qui avait fait avec Leonetti la dernière loi de 2016, Claes, voilà, je cherche le nom, merci. Et il ne parle plus d'euthanasie, il parle d'aide active.
Donc la sémantique, à mon avis, dédactive. Toute une question de sémantique, effectivement, avec des façons de faire très différentes, que ce soit en Suisse, où ils sont déjà à la deuxième réflexion, deuxième loi, en Belgique. Mais c'est de comment sortir, effectivement, la réalité de ce qu'est la crise suicidaire, avec les moyens mis à disposition pour aider des personnes, du débat sur la question de la fin de vie. C'est là où il va falloir qu'on s'engage. Mais de dire comment, ça m'a pris complètement au dépourvu. C'était il y a 2 jours. Enfin, le suicide assisté en Suisse, ça fait 100 ans que ça existe, 1924. Non, c'est pour réagir à cette histoire. Enfin, c'est pas nouveau, cette histoire de suicide assisté. Moi, je partage pas du tout ton pessimisme, mais alors, vraiment pas. Peut-être parce que je suis docteur et pas toi. Mais non. Laissez-moi finir avant de réagir. Mais c'est juste que j'ai l'habitude, et surtout j'ai travaillé en soins palliatifs, et que les gens qui font du soin palliatif, ils sont très clairs avec ça. Et d'ailleurs, un de ceux qui vient de réagir, et notamment hier, c'était un des présidents des associations de soins palliatifs qui a dit mais ça n'a rien à voir, le suicide. D'abord, un suicide assisté, ça ne veut absolument rien dire. Je pense qu'il faut donner les termes tels qu'ils sont, c'est-à-dire c'est une mort assistée. Ça, moi, je veux bien qu'on parle de mort assistée. Et donc, de le décoller de cette notion de suicide assisté qui ne veut absolument rien dire. Donc là, et d'ailleurs, hier, une des interventions du président du collectif des soignants en colère, que vous connaissez peut-être, a justement rappelé qu'avant de parler de même d'amener les débats sur un éventuel suicide assisté, il fallait peut-être se repencher en France sur l'état des soins palliatifs, qui n'ont pas assez de moyens pour agir, et que si on mettait beaucoup plus d'argent dans les soins palliatifs, on n'en arriverait pas du tout à ce genre de débat. C'était dans ce sens-là que je disais ça. Jean-Jacques. Je suis pas pessimiste, hein, Christophe. C'est juste qu'effectivement, faire changer la sémantique quand un mot est vraiment installé, et c'est extrêmement difficile. Donc là, ce sont des professionnels qui prennent la parole, et j'invite tout à chacun qui justement serait sollicité par un journaliste à tenir ce type de discours, de bien montrer la différence qui existe. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, Jean-Jacques Chavagnière, ici, sur le fait que c'est compliqué de décoller des mots qui sont un peu des mots valises, et voilà, un peu comme attentat-suicide. Comme si un attentat-suicide, c'était du suicide. Pas du tout. C'est un acte de guerre, c'est tout. Voilà, il n'y a rien à voir avec le suicide. Là, c'est exactement la même chose. C'est compliqué, mais ce n'est pas parce que c'est compliqué qu'il ne faut pas le faire. Et je prolonge ce que dit Christophe, à savoir qu'il y a heureusement des services de soins palliatifs dans un certain nombre d'hôpitaux qui fonctionnent assez bien, plutôt bien même pour certains. Ils ne sont pas assez nombreux. Et c'est parce qu'il y a cette difficulté-là en France qu'on arrive aussi à se poser cette question. Vous l'avez peut-être entendu à la radio, hein, si ce n'est pas moi qui l'ai dit le premier, hein, il y a plein d'autres gens qui disent bah oui, comme il n'y a pas assez de soins palliatifs, il faut bien qu'on trouve une solution. Voilà. Et ça, ce n'est pas une solution, c'est peut-être une alternative à discuter sur le plan en effet national, ça c'est vrai, c'est une vraie interrogation. Il va y avoir cette convention citoyenne proposée par le président de la République, bon, pourquoi pas. Ce qui serait catastrophique, ça serait un référendum. Catastrophique, je dis bien catastrophique. Pourquoi ? Parce que toutes les notions qui sont réfléchies autour de ça sont relativement compliquées, multifactorielles, et qu'un référendum, c'est une question simple et on répond oui ou non. Donc ça, c'est absolument pas possible dans ce sens-là. C'est peut-être démagogiquement possible, mais c'est certainement pas scientifiquement possible. Bonjour. Du coup, moi, ma question, justement, pour revenir sur ce que vous disiez par rapport au terme suicide assisté, vous disiez justement dans la présentation pour les soignants que ça avait un impact significatif, la survenue d'un suicide dans le service, qui arrive autant dans le secteur sanitaire général que psychiatrique.
est-ce que vous avez des données justement sur l'effet que ça pourrait faire sur les soignants d'accompagner la mort de leurs patients qui auraient des pathologies psychiatriques voilà, et qui demanderaient à mourir? Non, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu. Évidemment, il y a des papiers sur je sais plus si je dois dire euthanasie, suicide assisté, sur l'assistance à la mort, en tout cas, que ce soit un suicide assisté ou l'euthanasie. J'ai pas vu de papier sur les répercussions sur les soignants. Alors, c'est pas toujours des soignants, hein, parce qu'en Suisse, c'est pas des soignants, c'est des associations qui font ça. Hein. Mais en Belgique, par exemple, effectivement, l'indication est posée par des médecins, aux Pays-Bas également. Et c'est une bonne question. C'est une très bonne question, mais j'ai pas vu ces papiers-là. Je sais pas si d'autres en ont vu, mais j'ai pas vu ça. Et c'est vraiment une question à se poser aussi au préalable de toute réflexion et de tout débat.